Bonjour à toutes et bonsoir à toutes et à tous. Très heureux. Alors, je me présente parce que j'ai l'impression d'être encore en comité de concertation, mais non, nous sommes dans un autre événement. Donc, je me présente Pierre Lonis, directeur général de l'AFNIC. Je salue toutes les participantes et tous les participants à distance, tous les participants en présence. Je voulais vous dire à quel point l'AFNIC est heureuse d'avoir pu, grâce à l'initiative d'ISOC France, permettre, ou en tout cas faciliter l'organisation de cet événement qui se déroule au même endroit et un petit peu après les comités de concertation que nous avons tenus toute la journée, qui sont des comités de concertation de l'AFNIC, Office d'enregistrement du .fr, et qui étaient passionnants, et dont d'ailleurs vous pourrez chacune et chacun avoir les comptes rendus, puisqu'ils sont publics, et ils seront publiés une fois qu'on aura eu le temps de les rédiger. Vu l'ordre du jour que nous avions, ça prendra peut-être quelques jours. Voilà, je voulais juste pas être trop long, parce que c'est un événement qui n'est pas un événement de l'AFNIC, mais auquel l'AFNIC est très très heureuse de participer en tant que membre de la communauté Internet française. Et ce que je disais en ouverture du comité de concertation, après l'intervention liminaire de Sébastien Bacholet, et de Benjamin Louis, deux de nos administrateurs qui avaient appelé les membres de l'AFNIC à rester au-delà du comité de concertation pour participer à cet événement. Ce que je disais et que je veux répéter pour les nouveaux arrivants, c'est que on est à l'AFNIC habitué à être dans des organisations professionnelles, Sinov numérique, Syntec numérique à une époque, le Center, etc. Et dans la relation qu'on a avec les pouvoirs publics, on est habitué à avoir des positions qui sont déterminées en fonction de groupes très homogènes, au fond. Le groupe des registres Internet européens, le groupe des TPE, PME du numérique, le groupe des grandes entreprises du numérique, des fournisseurs d'accès, des hébergeurs, etc. Et à chaque fois qu'on essaye d'élaborer des positions ou des interpellations vers les pouvoirs publics, et je sais qu'aujourd'hui, cette réunion se tient dans le contexte des élections législatives et donc de la capacité de la communauté Internet française à interpeller un certain nombre de candidats et de partis sur leur programme numérique. Ce qu'on constate souvent, c'est que comme ces groupes-là sont assez homogènes, eh bien, les positions, les interpellations sont elles-mêmes assez homogènes. Et on laisse aux politiques, ce qui est son rôle, et sa noblesse d'ailleurs, la possibilité de faire la synthèse entre les intérêts divergents, et qui peuvent être ceux, on le connaît dans le numérique, par exemple des ayants droit versus ceux qui veulent pas entendre parler de protection des droits, des hébergeurs par rapport à des fournisseurs d'accès, etc., des GAFAM par rapport aux petites entreprises. Ce qu'il y a de beau dans ce que vous organisez, et je vous remercie infiniment de le faire, c'est que vous organisez une réunion multi-acteurs. Et donc, vous vous complexifiez la vie, mais c'est pour l'intérêt général. C'est-à-dire que nous allons tous réfléchir, discuter ensemble d'éléments qui font consensus entre différents types d'acteurs qui n'ont pas les mêmes intérêts premiers. Et ce type de réunion-là, à mon avis, ce type d'événements-là sont assez rares et extrêmement utiles. Donc, c'est le rôle d'ISOC de le faire. C'est un peu le rôle de l'AFNIC de le faciliter. Et donc, de ce point de vue-là, je pense que finalement, la complémentarité est trouvée. C'est également le rôle des organisations qui sont ici présentes, au premier rang desquelles Renaissance numérique, qui a un rôle très
très important dans le forum sur la gouvernance de l'Internet et est aussi un lieu de convergence et de recherche de consensus. Mais c'est assez rare, et dans le contexte électoral, c'est encore plus rare. Donc, merci d'avoir organisé ça. Et du coup, pour que ce soit utile, j'ai arrêté de parler tout en nous souhaitant d'excellents débats. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Merci Pierre pour cette introduction. Nicolas Chany, donc moi je suis président de l'Internet Society France. Juste 2 mots déjà pour remercier Sébastien Bachelet qui est président d'honneur de l'Internet Society France et qui a passé beaucoup de temps à préparer l'échange qu'on va avoir aujourd'hui et puis ce qu'on va avoir un peu plus tard et dont je vais vous parler. Et puis merci à Constance Baumler aussi qui est vice-présidente de l'Internet Society et de s'être rendue disponible pour venir aujourd'hui. Alors en fait on s'est dit qu'il y avait une fenêtre, un temps. Alors il y a beaucoup de monde a pris la parole avant la présidentielle pour interroger les candidats, pour essayer de peser sur les programmes, etc. C'est un moment un peu compliqué et un petit peu saturé. Donc on a participé au collectif qui a été brillamment mené par Renaissance Numérique avec beaucoup d'entrain par Jennifer et puis beaucoup de complexité aussi et qui a amené les propositions dont elle va nous parler d'ailleurs tout à l'heure. Mais on s'est dit qu'il y avait un temps maintenant, on n'a pas encore de ministre ou de secrétaire d'État, je ne sais pas, du numérique, on ne sait pas si ce sera Pierre ou pas, on n'a pas toutes les infos. On a un temps où il va sans doute dans ce prochain quinquennat se passer des choses sur le numérique. On a aussi une campagne législative qui est en cours et on s'est dit du coup que c'était un bon moment pour re-questionner un peu tout le monde sur ces sujets-là et puis aussi de pouvoir repartager les travaux qui ont été faits justement pendant la période présidentielle par beaucoup de monde. Donc et puis comme on a un peu d'humour, on a appelé ça multi-stakeholder tour parce qu'on s'est dit voilà il y a Energy Tour, il y a Ibiza Tour, etc. Voilà et on s'est dit bon tiens c'est multi-stakeholder. Bah, je crois que ce jour-là Sébastien avait pas bu mais moi je crois que j'avais quelques verres déjà quand on a sorti ce nom-là. Alors l'idée c'est qu'on a regroupé aujourd'hui on va parler de 2 sujets Europe et think tank et l'idée en fait c'est qu'on fasse un tour de table des participants, que chacun fasse ses propositions puis qu'on puisse après en discuter. Et puis l'idée ce serait, moi j'aime bien les trucs un peu où on fait des propositions concrètes, donc ce serait d'avoir, si on pouvait sortir de là avec 3 grandes propositions phares pour le prochain quinquennat, ce serait vraiment top. On vous donne rendez-vous aussi le 2 juin, on fait un événement au conseil départemental de la Nièvre. On veut dans cet événement aussi dire qu'est-ce qu'on fait dans le numérique pour les territoires et on s'est dit ce serait un peu naze de le faire à Paris, du coup on va aller ailleurs pour le faire, c'est quand même plus sympa. Et puis Pierre a parlé tout à l'heure du forum sur la gouvernance de l'internet. Début juillet on refait le forum sur la gouvernance de l'internet en vrai, on va pouvoir se toucher comme ici aujourd'hui et je trouve que le fait aussi de pouvoir vous retrouver, vous revoir, serrer des mains et tout, c'est quelque chose de formidable. Donc merci à la FNIC de nous accueillir. Je vais pas faire plus long. Je vais passer la parole à Arnaud Franquinet de Gandhi, Benjamin Louis de Sparkling et du Point Alsace, qui vont du coup animer cet échange et je les remercie. Merci Nicolas, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis ravi de vous voir autour de cette table et en ligne. Je vais rappeler très brièvement le déroulé de la soirée et vous présenter les intervenants. Arnaud, je te laisse dire un mot et te présenter peut-être. Arnaud Franquinet, Société Gandhi. Bonsoir à tous et je suis ravi effectivement de co-animer avec toi la soirée. Alors, nos 6 intervenants prendront tour à tour la parole pour 5 minutes.
Comme Pierre tout à l'heure, on va faire les cerbères du temps. Pendant ces 5 minutes, ils auront à présenter trois propositions pour le numérique pour la prochaine législature, comme le disait Nicolas. Après ce temps de parole, il y aura un temps d'échange avec les gens qui sont dans la salle et les personnes qui sont en ligne. Et ensuite, Sébastien nous expliquera comment on procédera pour voter pour les propositions, les meilleures propositions qui ont été annoncées. Alors, je vais vous présenter les intervenants par ordre de prise de parole. Donc, Jennifer Chrétien qui est dans la salle de Renaissance Numérique. Bonsoir. Laurent Ferrali de l'ICANN qui est en ligne. Salut Laurent. Emmanuel Roux du Sinov Numérique qui est en ligne. Monique Epstein qui est à côté de moi. Bonsoir. Olivier Crépin-Leblond de Rallo ICANN qui est en ligne. Et enfin, Constance Baumler-Deleuze de l'ISOC-Monde qui est à ma droite aussi, présent dans la salle. Est-ce que on démarre tout de suite? Est-ce que tu veux préciser quelque chose? Non, j'ai rien à préciser. Si c'est qu'on y démarre. va. Alors, je vais passer la parole à Jennifer Chrétien. On va faire un top départ. Donc, le principe, c'est de nous annoncer trois propositions. Alors, à côté pratique, je crois que c'est Sébastien qui va noter les différentes propositions et elles seront affichées d'une manière ou d'une autre à l'écran pour que vous puissiez avoir le loisir de les relire et de les, de les revoir dans le temps. Jennifer, merci beaucoup. C'est à vous. Merci à l'Internet Society France et à l'AFNIC pour leur accueil aujourd'hui. C'est toujours un plaisir de venir participer à ces événements collectifs. Alors aujourd'hui, je vais intervenir au nom du collectif Numérique avec tous qu'on a initié au moment de la présidentielle. Je vais aussi me permettre de mélanger ça un peu aux propositions de Renaissance Numérique, mais généralement les éléments convergent. Peut-être pour revenir sur l'historique d'abord du collectif avant de rentrer dans les propositions. Le collectif Numérique avec tous réunit aujourd'hui 17 associations engagées dans les enjeux numériques. C'est à la fois des associations de défense de droits en ligne, de l'éducation populaire, des associations familiales, des think tanks et des acteurs comme l'Internet Society également. C'est la première fois en 2022 que des associations engagées dans le numérique se sont réunies au moment d'une présidentielle pour faire entendre la voix de la société civile dans le cadre de cette élection, notamment sur les enjeux numériques où la société civile apparaît souvent éclatée, dispersée et peu entendue dans les débats nationaux. Alors le constat partagé de tous ces membres, c'était que le débat public sur le numérique n'est pas à la hauteur des enjeux aujourd'hui qu'il revêt, et notamment que les choix technologiques qui s'annoncent sont des choix de société qui du coup méritent une délibération, des concertations robustes qui intègrent société civile et citoyens. Ces dernières années, on a vu des difficultés à débattre sereinement et collectivement d'un certain nombre d'enjeux du numérique. Je prends l'exemple de la 5G, je prends l'exemple de la dématérialisation des services publics, du déploiement des technologies de reconnaissance faciale dans les espaces publics, etc., etc., etc. J'en aurai d'autres. Et l'idée était de remettre au centre de ces débats l'objet démocratique qu'ils induisaient et donc d'embarquer société civile et citoyens dans ces discussions. Donc nous avons classiquement, dans tout type de démarche de campagne, porté des engagements. On en a 8, je vous en ai épargné 5 aujourd'hui et vous en présenter 3. L'idée était vraiment de travailler autour de 2 axes, à la fois rénover les modes de gouvernance du numérique, mais aussi défendre le choix de technologies numériques au service de l'émancipation et du vivre ensemble, estimant que le numérique n'est pas une transformation qui a à être subie et qui peut être choisie, et donc nécessite là aussi du dialogue. Donc sur les propositions, maintenant je vais rentrer dans le dur pour respecter le temps de parole. La première proposition, c'est bâtir une stratégie ambitieuse de garantie des droits des mineurs en ligne qui renforce leur protection et reconnaît la nécessaire préservation de leurs droits en ligne. Alors aujourd'hui, on a une politique de l'enfance en ligne qui peine à être définie clairement.
On n'invite pas les enfants à se saisir des outils numériques, mais à s'en protéger. Contre la désinformation, contre la haine en ligne, contre la collecte des données, etc., etc. On a un cadre juridique qui peine à être appliqué, notamment un âge légal qui est défini par la loi, soit 15 ans ou 18 ans, qui peine à être respecté par les services en ligne. Mais on a aussi peu de réflexion sur la graduation des risques et la nécessaire proportionnalité des mesures prises en matière de droits et libertés pour les mineurs et l'environnement numérique. Je prends l'exemple, par exemple, d'un texte qui est paru avant-hier, ou il y a 2 jours, sur justement les abus, la lutte contre les abus sexuels sur les mineurs, un texte de la Commission européenne, et qui, par les mesures que le texte, qui sont portées par le texte, pourrait entraver le chiffrement de bout en bout, qui est pourtant aussi au cœur d'outils essentiels pour protéger, préserver à la fois la liberté d'expression, à la fois la protection de la vie privée en ligne, etc. Je l'ai fait très brièvement, mais il y a une discussion après, donc je pourrais revenir en détail. Ah, c'est moi qui... Non, c'est pas toi, c'est le micro. D'accord. Sur la deuxième proposition que j'ai sélectionnée, c'est faire le bilan du cadre juridique existant entourant l'utilisation des technologies numériques à des fins de sécurité et imposer le cas échéant une réorientation respectueuse des droits et libertés. Et notamment, il s'agit de répondre à la course en avant des gouvernements et législateurs successifs qui, ces dernières années, ont accru les usages de technologies toujours plus intrusives dans le champ de la sécurité. Et d'ailleurs, dans la lignée de cette proposition, donc j'ai une sous-proposition dans la deuxième proposition, c'est le renforcement des moyens et la légitimation des autorités indépendantes chargées de contrôler le respect des principes de notre état de droit, où là on voit que des acteurs comme la CNIL sont souvent contraints de prendre des décisions dans des délais rapides et souvent publiquement peu entendu. Donc il s'agit de renforcer ces autorités, qu'il s'agisse de la CNIL, du Défenseur des droits, de l'autorité de la concurrence, de l'ARCOM, etc. Et enfin, pour ne pas être trop longue, la dernière proposition, qui est en fait l'ADN du collectif numérique avec tous et qui fait aussi que ce collectif va perdurer dans ce quinquennat, c'est de systématiser les concertations citoyennes à propos des grandes transformations numériques dès les phases de conception et de financement des technologies, notamment en référence au fait que les choix technologiques sont aussi des choix de société et qu'ils méritent d'être débattus dès leur conception. Et ça doit notamment passer par une meilleure intégration de ces processus délibératifs dans les décisions publiques, par des formats de délibération engageants à l'instar des conventions citoyennes, par la facilitation de la capacité de saisie par la société civile et les citoyens, et par le renforcement des instances pouvant accompagner ces dispositifs délibératifs qui nécessitent une ingénierie forte. Je pense notamment à la Commission nationale du débat public ou au Conseil national du numérique qui pourrait voir son rôle évoluer. Voilà. Merci beaucoup. On a laissé un peu plus de temps, puisqu'il y a eu un temps de présentation au début qu'on va laisser à chacun et on déclenchera le minuteur un petit peu plus tard. Merci beaucoup. Sébastien, j'espère que tu as pu prendre des notes. Les propositions étaient d'un gros niveau. On va passer à Laurent Ferrali. Est-ce que quelqu'un pourrait allumer Laurent? C'est bon? C'est lui. C'est l'auto-allumation. Laurent, est-ce que tu peux allumer ton micro? C'est fait. Super. Bonsoir Laurent. On va te laisser quelques instants pour te présenter l'ICANN si besoin. Et puis on déclenchera le minuteur au moment où tu démarres tes propositions. Vas-y, je t'en prie. Merci beaucoup Benjamin. Et bonsoir à tous, pardon. Merci au chapitre français de l'ISOC pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de participer aux événements de l'ISOC France, encore plus en présentiel. C'était pas possible pour moi. Avec l'ICANN, on a encore quelques difficultés et quelques lourdeurs administratives quand on souhaite se déplacer. Donc, je n'ai pas pu me rendre aujourd'hui à Paris pour être auprès de vous et je le regrette. Donc, Laurent Ferrali, je travaille pour l'ICANN. Alors, l'ICANN, pour ceux qui ne sont pas
pas encore au courant, c'est une relation technique et globale, mais qui a son siège bien sûr aux États-Unis toujours, mais qui est une relation globale, dont le rôle est de coordonner avec les d'autres partenaires techniques, comme les rouges régionaux, etc. Et puis beaucoup d'autres, hein, toute la communauté technique, y compris nos amis de l'ISOC, toutes les, la coordination de tout ce qui est identifiant unique de l'Internet, c'est-à-dire principalement pour le commun des mortels, adresse IP et nom de domaine. L'ICANN est une relation multi-acteurs dans laquelle les différentes parties prenantes sont représentées. Mon rôle au sein de l'ICANN, je fais partie de l'équipe dite Government Engagement. Je m'occupe des relations avec les gouvernements, que ce soit au sein du GAC, mais aussi en dehors de l'ICANN, et avec les organisations internationales. Alors, l'ICANN, l'exercice aujourd'hui est un peu compliqué pour moi parce que l'ICANN n'a pas l'habitude de se prononcer sur le bien fondé d'initiatives législatives réglementaires, et encore moins de proposer des projets législatifs ou réglementaires. Bien sûr, nous souhaitons être associés aux discussions, mais pas concernant l'opportunité politique des projets de loi ou projets de règlement, mais plutôt afin d'apporter notre expertise dans le cadre de travaux préparatoires pour permettre d'avoir une étude d'impact la plus large possible et éviter des effets de bord négatifs qui n'auraient pas été décelés par le législateur. Malgré tout cela, je vais me permettre de faire 3 propositions. Je vais jouer le jeu. Alors, elles seront pas très précises pour justement éviter de faire jouer à l'ICANN un rôle qu'elle ne joue pas. Mais je voudrais proposer 3 propositions. La première, c'est soutenir le développement de la connectivité en France, mais en ayant une approche plus large de la connectivité. La fracture numérique, telle qu'elle est souvent discutée, en France, elle est discutée dans sa composante plutôt territoire, géographique. Et là-dessus, le régulateur, l'ARCEP, le gouvernement ont été assez efficaces, je pense, dans les dernières années pour développer le très haut débit, pour développer que ce soit la fibre ou que ce soit la 5G, la 4G puis la 5G. Je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que c'est pas un sujet, ça reste encore un sujet problématique pour certaines zones blanches en France, mais je voudrais plutôt m'attarder à 2 autres aspects de la fracture numérique, qui est la fracture générationnelle. On a une population de plus en plus vieillissante. Moi, j'ai l'exemple dans ma famille, je ne demanderai pas à ma mère de faire des recherches ou de m'aider à remplir des formulaires sur Internet. Elle est aussi sociale. Là-dessus, il y a des efforts qui sont faits, hein, je ne dis pas le contraire. Il y a beaucoup d'associations œuvrent, notamment. Je pense à Monique Epstein, à travers e-Senior. Je pense à l'AFNIC, avec la fondation AFNIC, qui essaye de mettre en place une solidarité numérique, et l'accès à Internet à certaines populations peu favorisé. Mais je pense qu'il y a un véritable effort à faire là-dessus, et pas juste qu'on ait une vision en France de la fracture numérique qui reste focalisée sur les territoires. Alors, je comprends que c'est un enjeu législatif important, les territoires à l'Assemblée nationale, par définition, mais je pense qu'il serait bien qu'il y ait un effort qui soit fait pour qu'on ait une connectivité, une vision de la connectivité de la fracture numérique qui évolue et qui prenne en compte la fracture numérique générationnelle et sociale. Parce qu'autrement, on laisse de côté une bonne partie de la population française, et je pense que l'Internet ne devrait pas être un facteur d'exclusion. Une deuxième proposition, c'est avoir une loi un petit peu sympa sur Internet, parce qu'on voit beaucoup de lois qui sont plutôt dans le contrôle, ou plutôt qui sont là pour régler des problèmes. Je pense que ce serait bien qu'on ait une loi qui soit un peu plus sympa et qui soit une loi qui nous parle de toutes les opportunités que peuvent apporter Internet.
et notamment pour que globalement, on trouve un meilleur équilibre qu'aujourd'hui entre éducation et contrôle. Je pense que là-dessus, il y a une de mon point de vue, hein, on assiste à beaucoup de discussions qui me font penser à surveiller et punir, et pas trop à comment on va développer l'Internet en France et pourquoi, en fait, et quelles sont les possibilités qu'Internet offre aux citoyens. Là-dessus, je comprends qu'il y a beaucoup de problématiques qui nécessitent des lois comme les fake news, les questions de cybersécurité, la protection de l'enfance en ligne, mais j'aimerais aussi qu'il y ait une initiative un peu parlementaire qui soit là pour développer l'éducation de la population dans les différentes tranches d'âge, et notamment chez les enfants, concernant Internet. On voit apparaître des acteurs privés développent des guides d'hygiène numérique, mais je pense qu'il y a un vrai effort à faire pour que les gens comprennent comment fonctionne Internet, sachent se comporter sur Internet. Je pense que beaucoup de problèmes une partie des problèmes déjà pourraient être diminués avec une meilleure éducation. Alors cette meilleure éducation de la population pourrait passer par un plus grand soutien à l'éducation des utilisateurs à travers le budget d'éducation, les priorités de l'éducation nationale, ou d'un soutien important à des initiatives d'éducation populaire allant dans le sens de l'éducation des citoyens au numérique. On voit encore très peu ce genre d'initiatives, y compris dans des véhicules plus légers que des lois comme le Crash Search Call ou le Paris Call. L'éducation reste assez peu traitée, et je pense que je pense qu'on est dans une société, on n'est pas dans un état policier. On a besoin, je pense, d'avoir une meilleure éducation des utilisateurs, et peut-être un peu moins une vision répressive Tu crois conclure, Laurent, s'il te plaît? Oui. Merci. Allô? Vas-y, le temps est écoulé quasiment, mais vas-y, tu peux faire la dernière. Alors, juste une dernière proposition. Je rejoins un peu ce qu'a dit Jennifer. Je pense qu'il y a un vrai effort à faire aussi dans le travail législatif, dans le travail législatif, oui, dans la consultation de différents acteurs. Je pense que notamment en France, il y a un écosystème qui est extrêmement riche, avec des acteurs très variés et très pertinents, très efficaces, que ce soit la communauté technique, la société civile, les entreprises, etc. Bon, il y a un écosystème très riche, et c'est une chance pour la France, et je pense qu'elle devrait en tirer profit un petit peu mieux dans la préparation des textes législatifs. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Laurent. C'est Emmanuel Roux qui est aussi en ligne, qui va prendre la parole. Emmanuel, vous pouvez allumer votre caméra si vous le souhaitez. On vous laisse la parole. Vous pouvez prendre un petit moment pour vous présenter le SINOV numérique. Et ensuite, on déclenchera le minuteur pour les 5 minutes pour vos 3 propositions. Merci. Je ne vois pas d'Emmanuel connecté. Ouais, effectivement, moi non plus. On l'a perdu. Alors à Monique. On va passer du coup à Monique Epstein de eSenior. Donc, même sentence, on vous laisse vous présenter eSenior pour quelques instants, et ensuite on déclenchera le minuteur. Je vous le fais. Allez-y. Bon, bonjour. En tant que présentation, je vais présenter un petit peu eSenior, puis après je donne mes trois idées. Je présente eSenior, alors uniquement la partie qui a trait à la formation et au numérique. On est un organisme de formation qui est agréé depuis 10 ans, et on a un savoir-faire dans le domaine. Pour ce que je dis là, c'est important par la suite, parce que pour ce que je dis après. Pour nous, la formation aux seniors, c'est une formation non formelle.
C'est-à-dire qu'il ne faut pas utiliser, par exemple, des termes informatiques pour former les seniors. Bon. L'important pour former les seniors, c'est de montrer les usages, à quoi ça sert. Et par exemple, les seniors sont en ce moment très intéressés, entre autres, et ça surprend, par la sécurité et par ailleurs, ils sont malheureusement transporteurs de fake news. Donc c'est un sujet sur lequel il faut faire attention. L'e-administration, évidemment, c'est un sujet très important. On découvre de temps à autre que certains sont intéressés par Apple Word ou le matériel Mac. Ça, des fois, on est surpris, mais il y en a qui ont des Mac et Apple. Bon. Donc ça, c'est une chose pour la formation. Par ailleurs, nos formateurs sont évidemment des gens qui ont beaucoup de patience. Mais ce que j'insiste, et ça, après, ma proposition a un rapport avec ça, c'est d'essayer d'avoir des formateurs qui sont d'égal à égal avec les seniors, c'est-à-dire éviter les formations de type top-down avec des formateurs qui ne savent pas parler avec les seniors. Et donc, nos formateurs sont en général des gens qui ont un certain âge ou des gens qui ont un vécu et une expérience de la vie qui leur permettent de comprendre les seniors, de parler avec eux, et pas que d'informatique, évidemment. Et un bon exemple, alors je vais le citer, c'est l'école Suzanne Masson, pour nous. C'est des formateurs, je ne sais pas si vous les connaissez, c'est une école de la seconde chance, et là, on a des très bons formateurs. Bon. Et surtout, éviter de rêver à l'intergénérationnel, ça ne marche pas, d'après nous. Les jeunes qui forment les vieux, ça ne marche pas. Bon, donc ça, c'est la généralité. Maintenant, alors évidemment, la première proposition, c'est de comprendre les spécificités de l'accompagnement des seniors à l'usage du numérique, parce qu'évidemment, nos dirigeants sont très contents de passer tout en numérique, parce que tout est moins cher. Enfin, ça évite, ça permet d'avoir moins de ressources humaines, entre autres. Enfin, d'une certaine manière, tout est moins cher si on passe tout sur le numérique. Bon, donc les gens sont pressés de former les seniors pour qu'on puisse arrêter de faire les impôts papier, par exemple. Enfin, bon, c'est un exemple. Mais trop pressés. Et de ce fait, ils ont donné quelquefois, ils considèrent que la formation, c'est un business et qu'il y a des marchés publics pour la formation et que la France va rattraper son retard sur l'insertion des seniors à toute vitesse. Mais d'après moi, c'est pas comme ça qu'il faut. Enfin, il y a un problème là-dessus. Il faut réfléchir beaucoup plus à quel genre de formateur on utilise, pas forcément utilise quand on ouvre des écoles pour former les jeunes au numérique, c'est très bien, mais faites-leur écrire du code et non pas former des seniors, ça sert à rien. Enfin, première proposition. Deuxième, alors ça concerne, c'est beaucoup plus pratique, c'est le matériel et les abonnements Internet. C'est pas la première fois que j'en parle, mais nous, on utilise des ordinateurs recyclés de l'association Ateliers sans frontières. Et je me demande toujours pourquoi on ne pourrait pas essayer de les vendre à nos seniors parce que ça coûte 200 €, 150 €, alors qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent nous voir qui n'ont pas d'ordinateur. Bon. Donc, problème avec le matériel, problème aussi évidemment avec la connexion Internet et là, les connexions sociales, les abonnements sociaux, comme on dit, il faudrait en faire beaucoup plus de publicité. Et puis, dans les salles informatiques des centres sociaux existants, il faudrait quand même éviter de mettre des ordinateurs sous Windows XP, de mettre des salles avec du Linux et d'essayer de se mettre dans la peau des seniors. Bon, dernière chose, comme je suis assez proche des sujets sur des projets européens sur la santé et l'informatique et le numérique, je pense que ce serait pas mal de promouvoir ce qu'on appelle l'espace santé, qui a remplacé le dossier partagé depuis peu. Et la majorité des gens, des seniors, ne savent pas ce que c'est que l'espace santé. Et je pense que ce serait quand même pas mal de former les seniors à remplir c'est leur espace santé, parce que il y a que eux qui peuvent le faire. C'est pas les médecins n'ont pas le temps. Et bon, ça pourrait faire avancer la prévention. Voilà.
Eh bien, merci beaucoup. Et avant la fin du chrono. Bon. Alors, est-ce que Emmanuel Roux est revenu en ligne? Non. Non. Non, a priori, j'ai pas vu. Pas vu. Sébastien, tu sais s'il y a un problème de connexion ou c'est... Tu sais pas? Alors, on continue donc. Ok, bah on continue. On passe la parole à Olivier. Alors, c'est Olivier Crépin-Leblon, Euralo ICANN. Alors, Olivier, bonsoir. Vous pouvez allumer votre caméra. Bienvenue. On va vous laisser vous présenter Euralo, puisque l'ICANN, ça a été fait par Laurent, à moins que vous ayez des précisions à apporter. Et puis, on déclenchera le minuteur quand vous démarrerez vos propositions. Voilà, the floor is yours. Je vous en prie. Merci beaucoup et merci de m'avoir invité pour prendre part à ce tour de table très intéressant. Je ne parle pas souvent en français. Je suis français, mais en général, je discute de toutes ces choses-là en anglais, donc j'espère ne pas faire trop d'anglicisme. Voilà, je suis Olivier Crépin-Leblon. Ça fait des années que je suis sur Internet. J'ai été le président de l'ALAC, le At Large Advisory Committee, le comité consultatif At Large, qui représente en fait les intérêts des utilisateurs Internet au sein de l'ICANN. C'est un des c'est un des plusieurs comités consultatifs qui donnent des conseils au conseil directoire de l'ICANN. Je suis aussi le président du chapitre britannique de l'Internet Society. Oui, quelle catastrophe que l'Angleterre soit sortie de l'Europe, mais bon, je suis maintenant en Europe et pas en Europe en même temps. Et d'ailleurs, je vous parle depuis la Turquie, donc c'est un petit peu dans tous les sens en ce moment. Voilà, je vais vous faire 3 propositions qui ont été, disons, pas totalement discutées avec les membres de Euralo. Euralo, c'est la partie de At Large qui regroupe les membres d'organisations d'utilisateurs en Europe. Il y en a une bonne, entre 20 et 30. Il y a aussi une bonne quarantaine de membres individuels qui en fait vont depuis le Portugal jusqu'à, d'ailleurs je pourrais même plus dire, je crois que c'est depuis la Guadeloupe, puisque c'est la France, donc depuis la Guadeloupe jusqu'à la Russie, qui est aussi inclus dans l'Europe. Donc voilà, on a toutes sortes de points de vue. Et par contre, on a quand même des visions assez claires sur certains points de vue. Donc, on n'a pas eu de discussion directe là-dessus, mais au fil des années, j'ai quand même réussi à avoir beaucoup de feedback de la part des utilisateurs Internet à travers tous nos discussions et d'ailleurs nos discussions plus récentes. Donc voilà, les 3 propositions. La première, c'est à propos du chiffrement des données. Je pense que notre communauté pense que le recours à des portes dérobées, ce qu'on appelle les backdoors en anglais, est une très mauvaise idée. Nous proposons de ne pas mettre en place de loi qui nous emmènerait vers un affaiblissement du chiffrement des données. Je sais qu'en ce moment, c'est quelque chose qui est très à la mode, spécialement dans les dernières règles européennes qui sont proposées. Deuxièmement, que toute proposition de loi ou de régulation au niveau européen fasse l'objet d'une évaluation de l'impact sur les utilisateurs de l'Internet. L'Internet et l'Internet à cause de ces utilisateurs. Il y a eu beaucoup d'autres réseaux avant, mais ce sont en fait finalement les utilisateurs eux-mêmes qui ont fait que l'Internet a été un tel succès avec des milliards de personnes sur ce réseau. Et donc, toute nouvelle loi, toute nouvelle proposition de loi doit vraiment regarder à chaque fois l'impact qu'il y a sur ces utilisateurs finaux. Et cette évaluation doit être objective, n'est pas teintée de pression lobbyiste quelconque. Le système de gouvernance multipartie prenante, qui est d'ailleurs en place et qui a été en place depuis le début de l'Internet, semble marcher donc, et semble être un moyen, un garant de l'évolution de l'Internet suivant une voie assez juste, un peu au milieu, et donc qui regroupe tous les partenaires qui œuvrent pour le futur de l'Internet et pour mettre leur pierre à l'édifice pour l'élaboration de ces lois. Donc, je pense qu'il est important qu'il y ait donc cette évaluation de l'impact sur les utilisateurs. Et numéro 3, que toute loi ou règle européenne doivent aussi prendre en compte
les demandes des PME et des startups européennes. Nous voyons en ce moment pas mal de projets ou pas mal de propositions qui sont des propositions de règles très lourdes qui en fait n'aideront à faire deux choses en fait. L'un, ça aidera à la promotion des grands leaders étrangers puisque ce seront les seuls sur les secteurs qui auront la puissance et l'argent pour pouvoir mettre en place des procédures lourdes. Et deux, nous verrons l'exil de nos startups vers des endroits dans le monde, puisqu'aujourd'hui on parle de l'Internet, c'est vraiment l'éther, hein, on peut avoir nos startups n'importe où dans le monde. Et si nos règles européennes sont trop compliquées, eh bien les startups partiront autre part, dans des marchés plus faciles d'accès et plus simples à gérer. Donc il faut vraiment gérer un équilibre modéré et ne pas s'engouffrer dans des lois qui pourraient être des lois fourre-tout dans un certain sens qui semblent amener la panacée universelle alors qu'elles ne le sont pas. Voilà, merci. Merci beaucoup. Je coupe le chrono. Merci. Je jette un œil pour voir si Emmanuel est revenu parmi nous. Non, je n'ai pas l'impression non plus. Merci Olivier. Laurent, Olivier, restez bien entendu avec nous, hein, puisqu'il y aura une partie d'échange un petit peu plus tard. Donc, en attendant que Emmanuel revienne, on va passer à Constance. Donc, pareil, on vous laisse vous présenter un petit peu, puis ensuite vous démarrez vos propositions, on démarrera le chrono. Merci. Merci beaucoup. C'est un plaisir d'être ici parmi vous aujourd'hui. En présentiel, c'était aussi une gageure administrative de participer en personne, donc c'est un vrai plaisir. Un petit mot de l'Internet Society Monde. L'Internet Society Monde a été créé il y a à peu près une trentaine d'années par Windsurf. On a des chapitres dans à peu près tous les pays du monde, dont l'excellent chapitre français que je remercie. Et j'en profite pour remercier l'AFNIC d'avoir organisé et facilité cette journée. Je voulais rebondir peut-être pour démarrer sur ce que disaient Nicolas et Pierre au début de la session. Je pense qu'on est à un moment intéressant, un moment de respiration parce que la présidentielle a eu lieu. On a eu quelques indices en fait sur ce qui pourrait composer le numérique, la politique numérique pour le second mandat du président, mais pas encore beaucoup de substance, beaucoup de choses restent à préciser. On a encore évidemment les législatives à venir et on n'a pas encore l'équipe gouvernementale. Donc on est à un moment où on peut construire, pour ce qui est de la société civile, de la communauté technique, sur les excellentes propositions, notamment celles que Jennifer avait facilitées et présentées une partie aujourd'hui. Et en cela, moi j'ai envie de rebondir un petit peu sur ce que le président candidat avait dit entre les deux tours. Quand il est arrivé pour son premier mandat, il n'y avait que 5 licornes. Quand il conclut son premier mandat, il y en a 25, dit-il. Et il a également dit devant l'autre candidate à l'époque qu'il fallait absolument un marché numérique européen plus intégré pour avoir le poids nécessaire pour faire face à la concurrence non seulement nord-américaine mais aussi asiatique et en particulier chinoise. Alors moi j'ai trouvé que c'était un point de départ intéressant. En même temps, je me dis en mon fort intérieur que l'innovation ça ne se décrète pas. Je rajoute à cela qu'on est aussi à un moment intéressant parce que non seulement on vient de conclure notre élection présidentielle, mais il y a une autre présidentielle qui se joue, c'est la présidence de l'Union européenne. La France est à cette présidence et cette présidence n'est pas encore terminée. On a encore quelques mois. Et ce qui me fait penser qu'on a encore une chance en tant que France pour encore impulser de nouvelles idées, de nouvelles suggestions et peut-être profiter de ce moment, de ce début de deuxième mandat pour faire cela.
Donc voilà, avec ce contexte en tête, j'en reviens à mes propositions. Donc je vais essayer d'être la plus concrète possible, sachant qu'à l'Internet Society Monde, on est un peu comme à l'ICANN, même si notre fonction est différente. On n'interfère pas, on ne fait pas de lobbying et on n'interfère pas dans les projets de loi. Tout ce qu'on fait, c'est vraiment apporter un éclairage technique sur les normes développées, mais on ne va pas vraiment dans le détail. Donc, avec cela en tête, donc première proposition, il me semble qu'on a une opportunité avec ce deuxième mandat et avant les législatives de dire que ce serait intéressant d'avoir une vraie politique digitale qui soit protéiforme et qui soit structurelle. Et quand je dis ça, je rebondis un petit peu sur ce que disait Laurent Ferrali de l'ICANN et aussi Olivier. On a cette impression que les lois, les normes qui sont proposées sont réactives et souvent punitives, pas systématiquement, mais tout de même. Et ce serait intéressant pour ce second mandat, pour l'équipe gouvernementale qui va arriver, d'arriver avec une approche équilibrée, proposer d'ores et déjà une sorte de contrat entre les libertés, les obligations, ce qui va permettre en fait d'insuffler davantage de confiance dans les normes digitales qui seront développées dans ce deuxième mandat. Très précisément, ça veut dire à mon sens qu'il faut une approche horizontale, une vraie politique de l'éducatif numérique, et Monique en a parlé un petit peu. Quand on regarde notamment les rankings, pardon, c'est du franglais, mais les classements, pardon. C'est le problème de travailler en anglais toute la journée. Les classements de l'UNESCO qui sont publiés chaque année sur les politiques éducatives, on voit notamment que la France est pas du tout dans le pool des premiers. Singapour arrive en tête. Pourquoi? Parce que notamment le numérique est mieux intégré, beaucoup plus jeune dans le parcours éducatif. Bon, ça c'est un détail. Mais il y a d'autres aspects. Il y a la réforme de l'État, il y a les questions de vie privée, il y a l'innovation, il y a comment on fait un lien plus fort entre l'innovation et l'arrivée sur le marché de ces innovations. Je crois qu'elle fuit aux États-Unis. Je vous rappelle notamment que le monsieur intelligence artificielle de Meta est un Français. Il a démarré en France. Pourquoi est-ce qu'il ne travaille pas en France? Voilà, bonne question. Voilà, donc une vraie politique structurelle, horizontale, me semble intéressante. Est-ce que pour cela, il faut remettre sur les rails ce qu'on appelait autrefois les CISI? Peut-être qu'il y a autre chose à imaginer. C'était les fameux comités interministériels de la société de l'information. Moi, c'est comme ça que je suis arrivée dans ce milieu. Voilà, à l'époque, c'était sous l'impulsion dans les services du Premier ministre et c'est peut-être une idée. Deuxième proposition, j'espère précise, un ministre de plein exercice. Ça a été mis en avant dans des tribunes. J'ai vu ça dans la presse, c'est une idée à laquelle que je soutiens absolument, qui est suffisamment poids pour porter cette vraie politique numérique transversale et structurante. Et dernière proposition, j'espère que je suis dans les temps. Jennifer a parlé de l'importance en fait de réformer les modes de gouvernance. Olivier en a aussi parlé et je crois qu'on l'a entendu aussi par l'intermédiaire d'autres participants. Je crois que c'est très important. C'est pas du détail. Une consultation de la société civile permet bien des heures. Davantage, je vais dire, de méthodologie et de temps. Les lois hâtives souvent finissent pas forcément par être très effectives. Quand on prend l'exemple par exemple de la loi Avia qui a ensuite été vidée de sa substance par le Conseil constitutionnel, on se dit que c'est dommage parce qu'il y avait un vrai problème et peut-être qu'il y a eu un problème de méthode à cet égard. Et je vais conclure peut-être en disant que dans certains pays, par exemple au Brésil, l'approche multi-acteurs, multi-stakeholder comme ils disent en Angleterre ou aux États-Unis, elle est dans la constitution brésilienne. Et peut-être que ça ne ferait pas de mal de la formaliser d'une certaine manière pour améliorer la qualité normative en France. Je vous remercie. Merci. J'ai pas vu Emmanuel Roux, sauf erreur de ma part. Nicolas? Oui. Oui, Emmanuel a un petit problème personnel. Peut-être que Pierre
Oui, c'est bon. Pierre est administrateur de Sinov Numérique, donc l'AFNIC est administrateur de Sinov Numérique. Peut-être Pierre peut prendre la parole pour Emmanuel, non? Suggestion. Merci Nicolas. Je ne pourrais pas dire tout ce que Emmanuel voulait dire parce que je n'ai pas préparé l'intervention avec elle. Néanmoins, ce que je peux évoquer comme priorités qui ont été travaillées par Sinov Numérique, notamment dans le cadre d'un document qui a été coécrit avec Numéum et puis un grand nombre d'organisations, je dirais au début de la campagne présidentielle au moins, en se rappelant que Sinov Numérique, c'est une organisation professionnelle qui regroupe des PME du numérique, françaises évidemment, et qui sont donc des organisations qui sont très orientées formation, accompagnement, cybersécurité, qui ne sont évidemment pas des énormes éditeurs de logiciels ou hébergeurs, parce que c'est des PME. 2 ou 3 idées simples. Je ne serai pas plus long que ça parce que je ne sais pas quelle était l'intervention d'Emmanuel stricto sensu. L'accès au marché public pour les PME du numérique. On en revient toujours à Small Business Act, etc., etc. Ce que je peux vous dire, c'est que au niveau de ces organisations-là, il y a un travail de titan qui est mené auprès de l'UGAP, auprès des grands acheteurs publics, pour essayer de permettre à des petites entreprises qui parfois sont très pointues, et je pense notamment à la cybersécurité, de répondre sur des lots précis, et c'est quasiment impossible. Et à chaque fois, ça finit par être des Atos, etc., qui récupèrent tout. Donc, or, le tissu d'expertise locale, il est beaucoup dans ces TPE-PME qui sont du coup très, très régulièrement privés de l'achat public. Donc ça, c'est une constante de Sinov, mais je pense que c'est quelque chose d'important dans le cadre du débat. C'est pas forcément un Small Business Act, c'est aller encore plus loin peut-être dans la logique, qui est une logique qu'on peut saluer aujourd'hui, d'allotissement de plus en plus fort qu'il y a dans la commande publique. Il faut peut-être aller encore plus loin sur ces logiques d'allotissement. On peut saluer notamment à travers la logique d'allotissement, et en plus et à côté et en parallèle, tout le travail qu'a fait l'Agence nationale de sécurité et systèmes d'information sur la labellisation d'un certain nombre de petites entreprises comme référence cybersécurité, etc. Donc ça va dans le bon sens, mais probablement il faut encore aller plus loin. L'autre aspect, et là on est sur la ressource, je n'aurai que 2 idées parce que franchement j'en ai pas trop en tête là, mais 2 déjà, vu le temps que je mets à les exposer, ça ferait 5 minutes. Le deuxième point qui tient à cœur de Sinov Numérique, c'est sur la ressource humaine, c'est réussir à travailler sur le statut des indépendants. Alors, c'est quelque chose dont on parle souvent quand on parle des livreurs Deliveroo, etc., les auto-entrepreneurs, etc., mais c'est quelque chose de très, très vrai pour les développeurs, pour les freelances, et ça crée à la fois une tension sur le marché qui est très, très forte pour les entreprises qui essayent d'avoir de la ressource en termes de développeurs, et une insécurisation du parcours des gens qui sortent des écoles aujourd'hui et qui, grosso modo, ont le choix entre, alors je vais être un peu caricatural, mais se faire exploiter par des ESN énormes en disant tu vas manger ton pain noir et puis tu verras quand tu te seras fait ton carnet d'adresse, tu pourras accéder au salariat, le Graal, etc. Et prendre tous les risques en étant freelance. Alors ça peut très bien marcher dans les premières années, et puis après il y a une grande insécurité. Et donc, et là on est au cœur d'ailleurs de dialogue social, et y compris de la discussion, de l'organisation de la discussion entre partenaires sociaux. C'est comment est-ce qu'on reconnaît beaucoup mieux les parcours
les parcours professionnels des freelances, notamment dans le domaine du numérique, qui sont très très nombreux. Voilà pour deux idées dont je suis sûr qu'elles sont des idées portées par Sinov Numérique et qui probablement n'étaient pas celles que vous aurez partagées, Emmanuel, mais avec lesquelles je suis sûr qu'elle serait d'accord puisque c'est des positions officielles du syndicat. Merci. Merci Pierre. Est-ce qu'entre-temps Emmanuel est arrivé en ligne? Non. Pour avoir une troisième proposition? Non. On va faire l'impasse. Alors, merci beaucoup aux six speakers. On va passer à l'étape suivante qui est un échange très simple, très libre entre la salle et les personnes qui suivent les débats en ligne et nos intervenants. Je ne vais pas tenter d'orienter les débats ou autres, je vais tout simplement vous laisser prendre la parole. Alors levez la main ou appuyez sur le petit bouton ou alors manifestez-vous en ligne. Ceux qui sont en ligne, qui veulent prendre la parole, je vous invite peut-être même à allumer votre caméra, ce sera encore plus simple, on aura un œil sur vos mouvements et je vous laisse la parole. Alors, on va essayer de procéder en fait à l'affichage en fait des différentes propositions pour que chacun les ait en tête et qui va permettre de nourrir le débat. Mais ce qui n'empêche qu'on peut déjà prendre les premières questions. Alors, il y a quelqu'un qui a levé, oui. Vas-y, tu peux. Donc, Antoine Butignon, je suis membre utilisateur de la FNIC. J'ai été particulièrement intéressé, entre autres, parce que d'autres choses m'ont semblé intéressantes aussi, par ce qu'a dit Laurent Ferrari sur le fait de faire des lois sympathiques sur Internet. Effectivement, d'encourager, d'expliquer aux gens à quoi sert l'Internet, comment on peut éduquer les gens. J'ai trouvé ça, alors je ne sais pas comment c'est facile à mettre en œuvre, mais j'ai trouvé cet aspect plutôt intéressant. Les autres aussi, mais celle-là en particulier m'a intéressé. Merci. Est-ce qu'un des 6 intervenants veut répondre à Antoine? Moi, je viens très rapidement. Pour faire des choses sur Internet, il n'y a pas besoin de loi. Donc oui, et ça rejoint aussi ce qui a été dit à plusieurs reprises, par exemple sur le sujet de l'éducation. Aujourd'hui, dans le domaine de l'éducation, les acteurs qui sont engagés, notamment dans l'éducation populaire, répondent à des appels d'offres publics, justement sur des programmes de protection. Et c'est ce que j'évoquais tout à l'heure sur protection contre les dangers sur Internet, plus qu'apprendre à s'émanciper, à se saisir de ces outils, à explorer ses droits en ligne, etc., etc. Donc il y a vraiment un changement de paradigme à avoir, et je pense que ça rejoint aussi la proposition de Constance sur cette vision d'avoir une stratégie transversale autour de cette politique numérique, c'est-à-dire comment on en parle aussi dans toutes ces dimensions et pas seulement sur ces enjeux de cyber, de protection, de caractère très anxiogène, liberticide, etc. Et ça, on peine encore, on peine et de manière assez transpartisane sur ce sujet-là au regard du débat qu'on a eu à minima sur le numérique pendant la campagne. Pierre ? Si je peux rebondir sur ce sujet-là, et notamment le sujet de l'éducation que tu évoques, partager une expérience que nous avons eue à la FNIC, qui est peut-être un peu polémique, mais c'est très bien, parce que moi, puisqu'on n'est plus en comité de concertation, je vais me permettre. Quand vous êtes à l'école, vous finissez vos études, imaginons que vous alliez jusqu'à la fin du lycée, vous savez ce que c'est qu'une synecdoque,
qu'une métonymie. Vous avez la moitié, vous allez faire une réduction. Alors là, je veux parler de maths, donc je vais dire des bêtises parce que je suis très mauvais. Enfin, vous savez faire des études de fonctions, des bidules, des machins, etc. Mais par contre, l'apprentissage du numérique, il faut que ça soit très très simple. De toute façon, c'est des outils comme des autres, etc. Alors nous, à la FNIC, on n'est pas d'accord avec ça. On pense qu'il faut que les gens qui enseignent le numérique à la FNIC soient des spécialistes du numérique, pas des gens qui ne savent pas faire la différence entre un Google Drive et ce que c'est que d'héberger sur un serveur. Et tant pis si c'est un peu compliqué. Et si c'est trop compliqué pour des élèves, eh ben on fait des cours qui sont plus simples pour eux et on adopte le niveau. Mais l'approche, je dirais, très consumériste du numérique à l'école amène naturellement à ce que dans un deuxième temps, on dise « oulala, c'est pas possible, ils vont voir des trucs porno, etc. Il faut leur expliquer, et compagnie, etc. » Mais il y a besoin d'adopter, et c'est à l'école qu'on a le temps de le faire, un minimum de prérequis sur la complexité. Et il faut former des profs qui ne sont pas des profs d'informatique, mais des profs de numérique, qui puissent avoir un minimum de bagage sur la complexité de ce que c'est. Et aujourd'hui, on n'est pas du tout dans ce paradigme-là et on pense que c'est un énorme problème. Pour vous donner un exemple, quand on essaye de faire, nous, de la formation de base sur l'autonomie numérique, l'utilisation des noms de domaine, soit on nous prend pour des marchands en disant « il ne faut pas que vous veniez » alors qu'on est en concession de service public, soit on nous dit « ah non, mais c'est trop compliqué, l'important c'est que les gens puissent publier en ligne ». Donc on a vraiment, de mon point de vue, un sujet là-dessus. Et puisqu'on est sur l'éducation, je rebondis une dernière seconde là-dessus, j'ai bien entendu ce que disait Monique Epstein. Je ne suis pas sûr de partager complètement son constat. Là où je le partage certainement, c'est sur le fait que les solutions toutes faites ne sont jamais des bonnes solutions. Et dire « oh, bah les jeunes vont former les vieux, ça va bien se passer », non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Par contre, condamner l'intergénérationnel tel que ça a été fait, je ne partage pas cette vision-là, et je la partage d'autant moins que il y a un nombre tout à fait conséquent d'initiatives qui ont été financées dans le cadre de la Fondation AFNIC pour la solidarité numérique, qui font intervenir des gens qui forment, qui font des échanges de formation parfois entre des seniors et des moins seniors, avec un apport de formation numérique vers des seniors, etc., et qui fonctionnent bien. Donc l'idée, et c'est d'autant, mais j'imagine que c'est parce que c'était un raccourci, mais évidemment, les jeunes ne s'y connaissent pas plus en numérique que les personnes âgées, que les personnes plus âgées. Et d'ailleurs, une grande partie des gens qui aujourd'hui sont à la retraite ont eu une carrière où ils ont utilisé le numérique. Beaucoup plus que des jeunes qui aujourd'hui utilisent que des réseaux sociaux et pas le numérique dans toute sa complexité. Pour moi, il n'y a vraiment pas un problème d'âge. Et il y a évidemment dans la population active, qui par construction est plus jeune que les seniors, des gens, j'espère, qui sont en capacité de former, y compris des seniors qui auraient besoin de formation. Et on ne peut pas dire qu'il n'y a que des seniors qui peuvent former des seniors. Donc, juste sur cette dimension-là, si ça devait être des messages de dire des plus jeunes qui forment des plus âgés, ça ne marche pas, je pense que ce serait une erreur. Je vais réagir. Moi, je connais bien l'intergénérationnel parce que dans les projets européens, et j'en ai beaucoup, financés par Erasmus, Horizon, etc., on rêve d'activités intergénérationnelles. Et moi, la seule activité intergénérationnelle que j'ai jamais vue qui réussisse réellement, c'est ce que j'appelle, c'est une association que j'avais créée, dont j'ai été une des créatrices, qui s'appelle le Repair Café. Vous connaissez tous sans doute le Repair Café. Moi, j'étais parmi les premières fondatrices en France. Réparer ensemble, ça marche. Bon, peu importe. Mais je vous rejoins aussi dans la mesure où on met pas les jeunes comme ça à former, parce que il faut qu'ils apprennent. C'est pas des profs d'informatique qu'il faut. Pardon. Oui, c'est pas des profs d'informatique qu'il faut, c'est des profs de numérique, certes.
Mais alors après, c'est pas pareil d'enseigner aux jeunes et aux seniors. Alors ce qui m'intrigue toujours, c'est on dit toujours il y a le problème de l'insertion numérique des seniors. Mais moi, je me rends compte qu'il y a aussi le problème de l'insertion numérique des jeunes. Bon, des fois, ça me surprend. Bon, je me dis non, mais les jeunes, il n'y a pas de problème. Après, je comprends que les jeunes, en fait, ils sont avec leur smartphone et que ceux que vous voyez tout le temps avec leur smartphone, si vous les mettez sur un ordinateur, ils ne savent pas quoi faire. Bon, ça, c'est un autre problème. C'est une parenthèse. Mais bon, pour les seniors, l'intergénérationnel, il faudrait que les jeunes soient formés. Moi, je sais qu'au début de e-senior, j'ai voulu qu'un de mes fils enseigne. Il est informaticien. Je l'ai vu, je l'ai observé, il s'ennuyait avec les seniors. Il n'avait rien à leur dire. Alors que le plus important pour un senior, c'est de parler d'autre chose pendant le cours. C'est pas un cours, en fait, c'est un atelier, c'est pour rencontrer d'autres seniors. Donc, il y a tout cet aspect-là. Bon, enfin... Alors, Laurent Ferrali, en ligne, est-ce que tu voulais intervenir sur ce sujet-là? Sinon, je passe la parole à Diallo qui a une question. Oui, c'est sur ce sujet-là que je voulais intervenir et j'en profite pour tricher un peu sur le temps de parole parce que je n'avais pas fini d'élaborer dessus. L'idée dans l'éducation de toutes les générations et pas que des jeunes, je pense qu'aussi il faut montrer qu'il y a les avantages de l'Internet, ce que l'Internet permet de faire et je pense notamment au bien commun numérique où les internautes, où qu'on change en fait de modèle, où on n'est plus le modèle de pur consommateur, mais plutôt le modèle à la fois de citoyen éclairé, producteur de contenu, et puis aller vers donner plus de place peut-être à travers ce biais à la production et à la protection de biens de commun numérique. Voilà, merci. Merci Laurent. Alors, avant de passer la parole à Diallo, pour ceux qui sont en ligne, vous avez vu qu'il y avait un lien posté par Nico pour accéder aux différentes propositions. À ceux qui sont dans la salle, je vous invite à y accéder. C'est dans la plateforme de visio en ligne. Sinon, on va, je pense, les afficher sur l'écran, même si ce sera peut-être un peu délicat à lire de là où on est. Voilà, merci. Donc, je passe la parole à Diallo qui est en ligne. Alors, est-ce que Diallo a un problème de connexion? Bon, en attendant, je profite pour lire une contribution en ligne de Fadila Brahimi. La question n'est pas l'âge du pédagogue accompagnant, mais la pédagogie. Et qui poursuit, la question n'est pas l'âge du pédagogue accompagnant, mais la pédagogie. Favoriser les échanges entre les seniors et avoir un programme adapté aux préoccupations des seniors, peu importe l'âge du formateur. Alors, je sais pas si... Bonjour. Ah, ça y est. Bonjour tout le monde, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Très bien. Bonjour à tous, bonjour à Internet Society France, chapitre dont je suis membre. Bonjour à tous les organisateurs et grand merci à M. Laurent Ferrali. Donc, je suis Dali Amadi Diallo, je vis actuellement en Afrique, précisément au Mali, à Kaï, où je suis sur un projet soutenu par la personne de Laurent Ferrali. C'est un projet d'éducation à la citoyenneté numérique. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé d'éducation à la citoyenneté numérique. Bien, donc par rapport au cas d'espèce, le projet il a commencé en 2016 à la formation des formateurs en gouvernance de l'Internet et bouclé au Forum mondial sur la gouvernance de l'Internet avec l'appui des acteurs comme M. Pierre Boni de AFNIC, le stand de l'UNESCO et un travail de capitalisation a été fait. Donc,
durant cette phase d'amorçage encore tenue par M. Ferrali sur fonds propres, on a pris un échantillon, par exemple, la lutte contre la radicalisation et l'extrémisme violent. Donc ça, c'était juste une brèche à travers laquelle on pouvait discuter de numérique avec des élèves, des enfants, monsieur tout le monde, par l'organisation du débat public pour avoir un retour en termes de besoins et en termes de préoccupations de ce que les gens se posent généralement comme question, donc en intégrant vieux et jeunes. Donc cette question de compétences numériques, elle est mal pensée, elle n'est même pas souvent à l'ordre des débats ici, puisque nous sommes dans des pays du tiers-monde, on a d'autres priorités. Mais donc moi, mon intérêt d'être avec ISOC France, c'est de bénéficier aussi de l'expert, de l'expertise des groupes de gens comme vous êtes, et pour par la suite partager ça avec mes concitoyens. Bien entendu, la question de la formation et la question de l'éducation au numérique, c'est un besoin qui est criant, puisque là, en termes de perception, le numérique, si vous voulez, de notre point de vue ici, du moins de mon point de vue, c'est comme l'eau en fait. On a un problème de maîtrise d'eau en Afrique, mais le problème de la maîtrise des compétences numériques se pose aussi à tout le monde. Il y a le numérique partout, mais on manque tous de compétences. Si on prend nos populations de façon générale, de compétences pour se positionner à un usage non seulement efficient, efficace, mais aussi utile du numérique. Donc, moi, je compte beaucoup, j'attends beaucoup de cette rencontre au jour d'aujourd'hui pour pouvoir avoir des pistes, voire des lignes sur lesquelles je pourrais partir, et aussi je lance aussi un appel à toutes ces organisations qui souhaiteraient vraiment nous accompagner sur ces questions d'éducation à la citoyenneté et numérique, au droit en ligne, à la protection en ligne. Dans nos pays, on parle d'économie numérique, et comment est-ce que le citoyen lambda va se positionner par rapport à ça, et en termes d'insertion des jeunes, tout au nouveau métier du numérique. Donc, moi, je compte beaucoup sur vous, et merci beaucoup encore pour cette initiative. Et pour nous autres pays du tiers-monde, ces genres d'activités sont des lieux de grands apprentissages pour nous, car du même coup, ça nous permet de partager ces compétences acquises avec nos concitoyens. Donc, grand merci à vous tous. Et voilà, donc on est toujours preneur de compétences et d'éclairage pour partager au mieux pour un Internet bien maîtrisé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des commentaires ou interventions de la part de nos 6 intervenants sur le sujet? Juste pour vous faire remarquer, vous pouvez commencer à voter en flashant le... Voilà. Alors, le lien qui était dans le chat vous amène à l'interface qui résume les propositions et que vous pouvez sélectionner. Donc, vous pouvez en cocher 3. 4. Vous pouvez cocher 4 propositions. Le QR code qui sont affichés là vous permettent d'y accéder aussi. Je ne sais pas si Arnaud, tu veux qu'on les relise toutes en vitesse, ou si on vous laisse le temps de les lire tranquillement. Alors, j'ai pas la formulation exacte en fait qui a été arrêtée. J'avais noté trois propositions de la part de Renaissance numérique, donc une proposition qui visait sur la protection des mineurs en ligne. Alors, tu as la page devant toi? Non, je n'ai pas la page. Ah. Alors, juste une question rapidement. Elles sont dans l'ordre des intervenants? Donc, du coup, je peux faire le... C'est aléatoire, d'accord. Donc, c'est aléatoire. Bon, donc je ne les lis pas. Donc, s'il vous plaît, vous ne votez qu'une seule fois. Donc, première proposition, c'est droits des mineurs en ligne, bâtir une stratégie ambitieuse de garantie des droits des mineurs en ligne qui renforce leur protection et reconnaît la nécessaire préservation de leurs droits en ligne. Deuxième proposition, faire le bilan du cadre juridique existant entourant l'utilisation des technologies numériques. Troisième proposition, systématiser les consultations citoyennes, la systématisation de concertation citoyenne à propos des grandes transformations numériques,
avec la garantie que les personnes concernées par ces changements seront impliquées et écoutées. Proposition suivante. Tu veux qu'on alterne? Oui. Soutenir le développement des connectivités. Proposition E. Une loi sympa sur Internet et pas seulement des lois de contrôle. La F. Travail législatif, nécessité de consulter les différents acteurs d'un écosystème riche. Proposition G. Accès au marché public pour les PME du numérique, Small Business Act. La H est plus centrée sur les ressources humaines et donc c'était créer les profils de demain et notamment, ce que j'avais compris, c'était sécuriser c'est les intermittents qui me viennent à l'esprit, mais c'est pas le bon terme, c'est les freelances voilà, les indépendants. Ce qui fait, je parle d'alternants parce que plusieurs fois je suis intervenu sur ce sujet, sur des sujets RH. Effectivement, je pense qu'on va vers un marché des alternants, mais c'est un autre sujet. Alors, proposition I, comprendre la spécificité des seniors dans le cadre de la numérisation des services publics. La formation ne doit pas être un marché. Proposition J, matériel et abonnement Internet, utiliser des matériels recyclés, abonnements sociaux, et c'était notamment en lien avec la population des seniors. Oui. Proposition K, promouvoir l'espace santé numérique. La L, non au recours aux portes dérobées. Le recours à des portes dérobées dans le cryptage de données est une très mauvaise idée. Proposition M, évaluation de l'impact sur les utilisateurs d'Internet de toute nouvelle proposition de loi. Alors, il y a des propositions en fait qui se recoupent, je trouve, en fait, donc ils sont un peu libellés différemment. Il y a des petites nuances, mais la N, toute loi ou règle européenne doit aussi prendre en compte les demandes des PME et autres startups européennes. Proposition O, une vraie politique digitale protéiforme et structurelle pour le numérique. La P, un ministre de plein exercice pour porter cette vraie politique numérique transversale et structurante. Et la dernière, proposition Q, réformer les modes de gouvernance. Une consultation de la société civile permet d'éviter bien des écueils. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous laisser 3-4 minutes pour relire tout ça et prendre le temps de voter. On dépouillera tout ça par la suite. Et donc, c'est 4 choix. 4 choix. Voilà, vous pouvez cocher 4 propositions. En ne votant Sébastien, tu voulais ajouter quelque chose ? Juste une chose, Sébastien Machelet qui parle. La C et la M, comme vous l'avez dit, me semble être la même chose. Donc, ne votez que pour l'une des deux et on fera le total de la... Ou supprimez la M et on met la C. Je pense que ce sera plus simple. Ne votez pas pour la M et votez pour la C si vous vouliez choisir l'une des deux. C'est à peu près la même chose. Voilà. Merci. Comment sait-on que tout le monde a voté ou pas? Bon. Ouais, mais je ne vais pas chanter parce que je ne sais pas chanter. C'est bien tenté. Donc, s'il y a des questions, entre-temps, on peut les prendre. Hein. Alors, pendant que vous votez... déjà 21 réponses. Ouais, c'est pas mal, encore un petit peu de monde à venir. Pierre voulait répondre à l'intervention de Dali il y a un instant, pendant que vous votez. De manière très courte et parce que Dali Amadi Diallo est intervenu juste avant qu'on vote. Je voulais juste lui faire remarquer, nous faire remarquer que Dali a remercié
remercier Laurent, à remercier un certain nombre d'acteurs, etc. Enfin, il mène un projet de citoyenneté en ligne à Kaiz. Donc, merci Dali. Enfin, je veux dire, c'est pas nous qu'il faut remercier. Bravo pour le travail. Il faut qu'on trouve le moyen de le rendre encore plus visible, mais pour les uns ou les autres, et Laurent au premier chef, mais qui peuvent, à un moment donné, et Constance aussi avec Internet Society fait ce travail, mais qui peuvent identifier des personnes sur le terrain qui ont la connaissance, la volonté, la compétence, le courage, la persévérance de faire avancer des projets comme ceux que toi tu fais avancer dans ton pays, c'est à nous de te remercier et pas l'inverse. C'était tout ce que je voulais dire. Il y a une proposition qui fait largement écho à notre discussion de cet après-midi, hein, au niveau de l'écosystème. J'aurais une question pour Madame Delos. J'ai cru comprendre qu'un certain nombre de personnes ici avaient approché les politiques au moment de la préparation de la présidentielle pour avoir leur vision du numérique. Et moi, j'ai pas l'impression que les politiques soient très sensibilisés au fait d'avoir un ministre de plein pouvoir comme vous le proposez, Madame. Et sans tout le respect que je dois à Cédrico, j'ai pas beaucoup entendu parler du secrétariat à l'économie numérique pendant ces 5 dernières années. Écoutez, je ne sais pas si cette proposition, qui en fait n'était pas la mienne, je ne fais que soutenir une proposition existante que j'ai lue, je crois, dans la tribune peut-être la semaine dernière, qui est un ministre de plein exercice, mais de manière plus importante, c'est pas juste le titre qui compte, ça veut dire qu'il porte une vraie ambition. Et quand on lit en fait la part croissante de l'économie qui est liée au TIC, quand on regarde les données statistiques, pour moi c'est vraiment une interrogation qui n'est pas davantage de prise en considération du numérique de manière horizontale et structurelle. Alors après, pour ce qui est de la période de campagne présidentielle, je vais peut-être passer la parole à Jennifer qui, elle, a fait ce travail incroyable de fourmi et qui a un petit peu forcé, j'allais dire, le débat et qui a donné la parole à la société civile de manière remarquable. Alors, forcer le débat, c'est un grand mot. Vu cette campagne présidentielle qui, d'ailleurs, n'était pas propice au débat, quel que soit le sujet, que ce soit le numérique ou un autre sujet. Donc, je dis modestement, je ne suis pas sûre qu'on ait installé le débat sur le numérique, mais en tout cas, on espère le poursuivre ensuite dans le quinquennat. Juste par rapport à votre question sur un ministère plein, dédié au numérique. Nous, on a été interrogés sur cette tribune. On ne l'a pas signée pour une raison, parce que ça, c'est une proposition que Renaissance Numérique a portée à sa création. C'est-à-dire il y a un peu plus de 15 ans, d'appeler à avoir un ministère plein dédié au numérique pour positionner vraiment le numérique comme un objet de politique publique transverse qui appelait à une stratégie forte au sein de l'État. Aujourd'hui, s'il y a un ministère plein, tant mieux. S'il n'y a pas de ministère plein, c'est pas ça qui va impacter la stratégie de l'État sur le numérique. Et je pense que c'est plus une stratégie, et ce qu'évoquait, c'était la première proposition de Constance que je rejoins, sur une vision stratégique structurelle de ce que doit être la politique publique du numérique et qui en fait impacte un certain nombre de portefeuilles aujourd'hui ministériels et pas seulement le secteur économique du numérique. Donc que ça passe par un ministère plein ou que ça passe par une autre stratégie, mais avec une proximité évidemment décisionnelle par ailleurs et donc proche de l'exécutif, parce qu'évidemment sinon ça a peu d'impact, que ce soit un ministre ou un autre format. Je pense que c'est plus de stratégie dont on a besoin. Nous, on a par ailleurs beaucoup travaillé sur la souveraineté technologique européenne. Là aussi, en la matière, c'est besoin d'une vision en fait, plus que d'appel par
coup, j'ai entendu le Small Business Act, etc. Mais ça fait pas une politique de souveraineté à l'échelle européenne au vu des enjeux aujourd'hui. Donc c'est vraiment cette vision-là en fait qui manque. Je voudrais... Ah, tu voulais dire quelque chose? Vas-y, vas-y. Si je peux, Sébastien Bachelet. Sur ce sujet, moi j'ai voté pour un ministre de plein exercice, mais la question qui est posée par Fadila Brahimi dans le chat qui dit en fait ce qui serait important c'est d'avoir un secrétaire général du numérique rattaché au Premier ministre. Alors comme il y a un problème de culture et dans chaque pays, je ne suis pas sûr que ce serait la même chose dans chaque pays, mais pour ce qui est de la France, je pense quel que soit le titre, secrétaire d'État ou ministre, quand on voit l'historique, c'est pas du tout la même chose quand le secrétaire d'État ou le ministre est rattaché au Premier ministre ou quand il est rattaché à Bercy. Et pour moi, utilisateur, je pense qu'il est absolument impératif d'arrêter que ce soit rattaché à l'économie. C'est un élément du numérique, l'économie, mais ça n'est pas que ça. Le numérique, c'est les usages des utilisateurs, c'est les usages des entreprises, mais ça n'est pas que du business, c'est pas que les startups. Alors oui, il faut soutenir les startups, oui, il faut soutenir les PME, mais il faut aussi faire en sorte que, effectivement, les seniors soient formés dans le fin fond de la Creuse ou de la Nièvre. C'est une question compliquée à gérer, trouver les personnes qui le font, avec quels moyens. Et donc, le titre qu'il aura ou qu'elle aura, ça n'a pas d'importance, mais c'est surtout qu'elle ait un rôle ou qu'il ait un rôle transverse. Et pour qu'il ou qu'elle ait un rôle transverse, il ne faut pas qu'elle soit affectée dans un ministère quelconque, parce que on oublie ce que c'est la transversalité. Alors oui, il y a de l'intergouvernemental, il y a de l'interministériel, pardon, mais ça suffit pas. Donc voilà. Maintenant, je pense que le numérique étant présent partout, si je poussais un peu les choses, je dirais qu'il faut un ministre d'État qui puisse aller mettre son nez partout, dans tous les autres ministères, et là, on aurait une vraie transversalité. Ça ne se fera pas parce que c'est les ministères régaliens qui auraient des titres de ministère d'État, mais je pense que ce serait une des solutions dans l'état actuel de notre Constitution et de ce que j'en connais. Merci. J'ai une demande d'intervention d'Olivier. Ah, et juste avant qu'Olivier prenne la parole, est-ce que Fadila, qui a pas mal contribué dans le chat, veut bien, après Olivier, prendre la parole pour exprimer un petit peu tout ce qu'elle a écrit, à moins qu'elle préfère par écrit, mais voilà, Fadila, n'hésitez pas à prendre la parole juste après Olivier. Voilà, merci. Je voulais juste appuyer ce que Sébastien Bachelet vient de dire à propos de cette idée d'avoir un secrétaire d'État ou un ministre. Nous avons vu au cours des années passées, il y a eu certaines personnes qui ont été nommées à des postes, etc. Ce qui a toujours manqué, c'est une coordination entre les ministères. C'est-à-dire que nous avions eu dans certains groupes de travail des personnes qui venaient d'un ministère, certains d'un autre ministère, et quelquefois les messages qui étaient transmis en parallèle étaient, je ne vais pas dire diamétralement différents, mais pas alignés. Il y avait des dissonances, il y avait des confusions, ce qui amène des confusions avec nos autres partenaires à l'extérieur. Et moi, je vois ça aussi d'un point de vue depuis l'Angleterre, depuis les États-Unis, depuis d'autres endroits. Lorsque plusieurs ministères en France ou représentants des ministères parlent de choses avec une vision différente, ça amène une confusion. Donc, je pense que nommer quelqu'un qui puisse coordonner le message, non seulement au niveau international, mais au niveau national, est particulièrement important. Merci. Merci. Fadila, si vous voulez intervenir. On ne vous entend pas. Vous êtes mute. Il faut allumer votre micro, s'il vous plaît. Non.
Il doit y avoir un picto en bas, au milieu à peu près. Non, je crois qu'en fait, oui, le problème de... Il faut vous déconnecter, vous reconnecter. Au moment de la connexion, il va vous demander si vous voulez être en auditeur ou en speaker. Micro ou auditeur, voilà. Il faut sélectionner micro. Ouais. Et vous pouvez sélectionner micro. Et ça marche très bien avec les Mac. Non, c'est parce qu'il faut pas l'ouvrir. Il faut l'ouvrir sous. Faut pas l'ouvrir sous. Alors Fadiga, je suis navré. Du coup, je vais lire vos dernières contributions. Ne sommes-nous pas arrivés au stade où d'avoir un ministre du numérique n'est plus nécessaire? Le numérique est à présent transversal, éducation, santé, culture, économie, etc. Ne devrait-il pas y avoir un secrétariat d'État du numérique rattaché au Premier ministre afin de favoriser une approche systémique? L'idée de mon propos est surtout transversale et de sortir de l'économie, c'est santé, éducation, culture, etc. J'espère que j'ai été fidèle à votre écrit. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Je ne sais pas si on a les votes se sont arrêtés. Est-ce qu'on a un décompte des votes? Ouais. Décompte des votes. C'est. Il y a 32 votants. On peut arrêter, je pense. Je t'envoie la capture. Pardon? Oui, Julien Maisonneuve. Je suis un peu surpris, moi, qu'on fasse des propositions pour avoir un ministre de plein exercice sans s'intéresser à quelles sont les attributions qu'on lui donne. Parce qu'en fin de compte, c'est la seule chose qui compte vraiment. Et je pense que ce qui manque aujourd'hui dans l'ensemble gouvernemental français, c'est peut-être un arbitre qui soit capable d'arbitrer entre les intérêts d'une part des entreprises, d'autre part les droits des utilisateurs et les droits les intentions de l'État lui-même, c'est-à-dire tout ce qui est justice, police, donc des choses qui ont des implications régaliennes très profondes. Donc je pense que pour cette raison, un ministre séparé qui serait en lutte contre des ministères régaliens, c'est peut-être quelque chose de pas très efficace. C'est peut-être qu'un rattachement au Premier ministre serait probablement plus souhaitable parce que ça donne une perspective un peu plus globale et peut-être un peu plus de pouvoir de négociation. Mais je pense que il faut pas se concentrer non plus sur le fait que ça doit être un ministre ou un secrétaire d'État ou quoi que ce soit, mais il faut avant tout identifier le fait qu'il manque cette fonction d'arbitrage dans le gouvernement et la société française. Aujourd'hui, on a beaucoup d'acteurs, on a la CNIL, on a le défenseur des droits, on a plein d'acteurs différents qui chacun ont un message contradictoire et qui n'est pas forcément contradictoire, mais en tout cas un message qui n'est pas toujours très écouté et qui n'a pas forcément beaucoup de retentissement. Et je pense qu'on a besoin de cette fonction de représentation un peu plus générale, qui est une fonction de représentation des droits. Enfin, une chose qui, moi, me surprend un petit peu, en fait, dans la plupart des propositions qui sont faites, c'est cette espèce de prise d'Internet comme un espèce de tout. Alors qu'en fait, Internet, c'est pas du tout un tout. Internet, c'est un petit peu comme le réseau électrique, quelque part. C'est-à-dire qu'il y a une infrastructure qui sert à donner à tout le monde l'accès, mais au-dessus, ce qu'il y a au-dessus de cette infrastructure, c'est principalement des applications, des sites web, qui sont des acteurs privés, qui ont chacun leur logique commerciale, ou certains n'ont pas de logique commerciale, mais c'est pas tellement la question. Et ces logiques commerciales sont des logiques qui parfois ont des implications profondes sur les droits des utilisateurs ou qui ne respectent pas forcément les droits des utilisateurs. Donc je pense qu'il y a un besoin très fort d'identifier justement les besoins d'action sur ces acteurs du secteur privé. Voilà. Oui, Pierre. Deux choses, je me permets de partager une expérience parce que je pense qu'il manifestement n'a marqué personne, donc je vais quand même la rappeler. Il y a bien eu des secrétaires d'État et des ministres qui ont été rattachés au Premier ministre. Et ça n'a pas mieux marché, et ça a même moins bien marché que pour ceux qui étaient à Bercy, parce que le fantasme de l'arbitrage de Matignon est un fantasme. Voilà.
C'est-à-dire que quand vous êtes à Bercy, vous faites pas de l'arbitrage interministériel, mais enfin, vous êtes à Bercy, quoi. Ça va. Bon. Quand vous êtes à Matignon en secrétaire d'État et que vous avez la rue de Valois qui a reçu tout le top 50, plus les palmes d'or des 20 dernières années qui disent on nous vole, on nous assassine, il faut absolument faire une loi sur les ayants droit, vous pouvez toujours être à Matignon, vous perdrez l'arbitrage, c'est pas vous qui le rendez, même si vous êtes à Matignon. À Matignon, vous faites de l'interministériel, vous faites pas des arbitrages, sauf si vous êtes le Premier ministre. Si vous voulez un Premier ministre directement en charge du numérique, alors c'est ça qu'il faut demander. Mais un ministre rattaché à Matignon n'a pas plus de pouvoir qu'un ministre rattaché à Bercy. Et alors, le numérique de plein exercice, c'est même plus Matignon, c'est l'Élysée. Je vous le dis tout de suite. C'est-à-dire que globalement, il s'occupe de tout. Donc, pour moi, vraiment, de mon expérience personnelle, là, pour le coup, puisque j'ai travaillé dans les cabinets ministériels, je pense que le sujet ne se pose pas dans ces termes-là. Il se pose certainement plus dans les termes qui sont dans des propositions qui sont faites de comment est-ce que on oblige ou on obtient des garanties que tout texte de loi qui touche au numérique, pas aux acteurs du numérique, et j'entends bien ce que vous dites quand vous dites n'importe quel acteur privé, mais n'importe quel acteur privé peut être régulé. Il n'y a pas besoin qu'il soit un acteur du numérique. Il y a des lois contre la concentration, il y a des lois, contre les abus de position dominante. Elles s'appliquent à des acteurs du numérique comme des acteurs de l'industrie qui sont des acteurs de l'industrie lourde, par exemple. Je ne sais pas s'il faut faire des lois sur le numérique, mais en tout état de cause, si on doit faire des lois qui touchent au numérique et qui précisément confondent ce que vous voulez que nous distinguions, c'est-à-dire les infrastructures et ce qu'il y a en haut, même si on est bien d'accord que le modèle en couche, il est quand même un peu plus complexe que ça quand même, mais eh bien, dès qu'une loi pour toucher quelque chose qu'il y a en haut, qui est un acteur privé du numérique, régule des acteurs techniques, alors il faut qu'elle soit concertée. Et le sujet, de mon point de vue, il est là aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on nous dit qu'on fait des choses contre la pédopornographie, qu'on fait des choses contre les abus de position dominante, qu'on fait des choses contre plein de choses. Et je veux dire, individuellement, personne ne va dire « Ah ben non, c'est super bien la pédopornographie, vive l'abus de position dominante, etc. » Mais ce faisant, on régule des acteurs techniques, des infrastructures, on confond la régulation des contenus et le respect des protocoles, et on dit, mais vous comprenez, c'est pour la bonne cause. C'est pour la bonne cause parce que là, il y a quand même des contenus qui sont absolument inacceptables, donc il faut les réguler. Et puis bon, ces acteurs privés, etc., etc. Donc, quand on touche à des acteurs techniques de l'Internet, à des gens dont le rôle, qu'ils soient privés ou publics d'ailleurs, est de faire fonctionner les protocoles qui sont sous-jacents à la société de l'information dans son ensemble, alors, de mon point de vue, la concertation devrait être obligatoire. Or, elle ne l'est pas aujourd'hui. Et on ne peut pas s'en remettre uniquement à un ministre éclairé qui viendra protéger les acteurs et qui sera celui qui sait au gouvernement et qui ira se battre contre ses collègues en disant « mais vous ne comprenez pas, techniquement, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne ». Le sujet est véritablement le sujet d'amener la puissance publique, et au premier rang les législateurs, les députés, à devoir consulter quand ils touchent à quelque chose qui est de l'ordre des protocoles fondamentaux de l'Internet. Car l'Internet est bien quelque chose, est bien un tout. Ça n'est pas tout, mais c'est un tout. Oui. Oui, mais merci. Je crois que le fond de la question, au-delà des détails institutionnels, c'est vraiment l'aspect de comment est-ce qu'on produit une décision éclairée, et c'est l'aspect consultatif qui ne devrait pas du tout être un gadget, qui ne devrait pas être une question secondaire. Et je crois que le deuxième point qui reste sur la table, c'est la nécessité d'une approche horizontale, structurante, protéiforme. Ça, c'est évident. Et ça reste un sujet un petit peu en jachère, il me semble, en France. À titre d'information,
question. L'OCDE a produit un rapport il y a 2 ans qui est une annexe d'une étude qui s'appelait Going Digital. Et dans cette annexe, c'est en fait, il décrit les différents systèmes institutionnels mis en place, en tout cas dans les économies de l'OCDE, et les avantages et les inconvénients. Rattaché au Premier ministre, secrétaire d'État, ministre de plein exercice, etc. Donc il y a d'autres personnes qui se posent les mêmes questions. À ce sujet-là, je vais donner la parole à Fadila qui a réussi à nous rejoindre. Très brièvement, parce que le temps passe. Et qui va une proposition justement sur ce sujet-là. Fadila, c'est bon? Non, toujours pas. Dans le chat, elle proposait un CDO dans chaque ministère. Non, ça n'a pas l'air de passer. Ça n'a pas l'air de fonctionner. Effectivement, on a bien raison. Ouais, on va peut-être passer en fait à la présentation des résultats. Et donc, je vais reprendre le fil conducteur et passer la parole à Claire-Mélanie Popito, qui va pouvoir nous présenter les résultats. Oui, bonsoir à toutes et tous qui avaient la chance d'être sur place à Paris ou en ligne comme moi. Je vais effectivement reprendre les résultats et j'ai surtout le plaisir de prendre la parole après des interventions tout à fait intéressantes et des débats qui, je sens, pourraient continuer jusqu'à plus que minuit. Donc, nous faisons une pause, mais qui n'est que partie remise pour tout un tas de discussions que nous pouvons avoir ensemble dans le cadre de l'Internet Society France ou d'autres événements. Effectivement, pourquoi aujourd'hui se retrouver? Parce que après l'élection présidentielle et avant l'élection législative, on a, comme l'a dit Constance Baumler-Deleuze, un temps de, si j'attribue bien la citation, un temps de respiration qui permet cette réflexion et de pouvoir porter ensuite les propositions qui ont été faites au niveau politique. Donc Nicolas aussi l'a évoqué. Nous avons voulu avec ISOC France organiser ce multi-stakeholder tour. Merci Nicolas pour l'anglais entre ces deux moments pour la pertinence de la démarche. Plusieurs sujets, à mon sens, sont ressortis de ces débats avec une vision toujours de l'Internet ou du numérique, disons, du numérique en fonction des publics cibles, en quelque sorte. Donc, on a eu les jeunes, on a eu les seniors, avec la question finalement de la méconnaissance numérique aussi bien chez les uns que chez les autres, et cette nécessité de formation tout au long de la vie, d'éducation, avec quelque chose qui fait toujours débat sur faut-il être un expert pour enseigner, pour former, débat qui a été notamment porté par Pierre Bonis. Et puis il y a cette question de la transversalité du numérique qui nécessiterait effectivement une gouvernance spécifique. Alors cette gouvernance, elle est appelée aujourd'hui sur plus de sujets que le numérique lui-même, mais en particulier le numérique, puisqu'il a été rappelé, toucher aux infrastructures, toucher aux points techniques, c'est aussi toucher aux droits et libertés fondamentaux. Donc, ne pas laisser le débat et la concertation citoyenne de côté, voilà un des impératifs qui se dessinent dans les échanges que vous avez pu avoir. Et puis, bien sûr, cette idée que on retrouve quand même, parce que la présentation initiale nous disait, oui, on est dans le multi-parties prenantes aujourd'hui, donc on risque d'être sur des positions assez différentes, et finalement, il y a quand même des points de convergence autour quand même de l'aspect business du numérique et de l'importance de le porter aussi, ça fait l'objet de quelques propositions également. Alors, sans plus attendre, roulement de tambour sur les résultats, la première proposition qui apparaît, alors je n'ai plus sous les yeux les pourcentages, mais je vous promets que c'est vraiment ça qui apparaît en premier, et puis je pense que on vous transmettra les pourcentages. C'est cette question que j'évoquais sur cette société de l'information et l'importance de la préserver. C'est non au recours aux portes dérobées dans le chiffrement des données.
voilà, qui avait été proposée. C'est celle-ci qui recueille le plus de votes. 55,2% des votants, voilà, le chiffre m'arrive dans l'oreillette, si j'ose dire. 55,2% des votants ont choisi cette proposition. La deuxième proposition porte sur celle de systématiser les consultations citoyennes avec 44, quelque chose. En tout cas, bon voilà, on arrondit, peu importe, 44% des votes qui se sont portés sur cette proposition, avec l'importance de consulter la société civile, les citoyens, sur tout ce qui concerne les grandes transformations numériques. Avec une procédure qui permette de garantir qu'il y a bien eu une réelle concertation. Troisième choix qui a été opéré, c'est cette loi sympa sur Internet. Et pas seulement les lois de contrôle. Alors, il a, avec 33% des votes, avec, c'est vrai, il a été relevé l'idée qu'on n'a pas besoin de légiférer sur des choses qui fonctionnent bien, mais peut-être que si favoriser, en tout cas, créer des terreaux, favoriser les initiatives, à voir comment cette proposition pourrait être concrétisée. Et puis, quatrième, quasiment ex aequo, quatrième proposition, on en a deux qui arrive à peu près au même plan, c'est l'accès au marché public pour les PME du numérique, donc le Small Business Act, et puis la proposition d'une vraie politique digitale protéiforme et structurelle pour le numérique qui, ma foi, pourrait englober la proposition précédente. Voilà pour les résultats de ce vote auquel je vous remercie d'avoir participé au nom d'Internet Society France. Et je crois qu'à mon tour, je laisse la parole pour une conclusion. Merci. Merci beaucoup Claire-Mélanie. Alors s'il pouvait y avoir une caméra le jour où quelqu'un va aller expliquer au gouvernement qu'il faut une loi sympa, je suis preneur de la vidéo, évidemment. C'est pour ça que j'avais pas mis la mienne. Pour ce dépouillement et ce classement, effectivement. Conclusion, Nicolas, Seb. Allez, Seb, en avant la musique. Merci beaucoup. Vraiment, à tous les participants en ligne ici, merci aux intervenants. Ça y est, le son est arrivé. Ok, donc merci aux participants en ligne et aux participants qui ont été ici. Merci aux intervenants. Certains ont été prévenus relativement tard. Et merci à tous d'avoir joué le jeu. Laurent, Olivier, Pierre pour remplacer au pied levé Emmanuel, Monique, Jennifer, Constance. Comme l'a dit Pierre dans son introduction, on essaye de faire jouer le multi-acteur. Je dois vous dire que personnellement, j'y passe beaucoup de temps parce qu'en tant que président de Rallo aussi, c'est une de mes activités fortes d'organiser des choses où il n'y a pas que une seule voix ou un seul type d'acteur. Quand on fait des compte rendu des réunions de l'ICANN, c'est en général avec des différents acteurs qui participent. Donc je suis content qu'on ait pu faire cela. Merci à deux animateurs, Arnaud et Benjamin. Well done, comme ils disent. Lucien qui part derrière a fait de l'informatique, a fait en sorte que vous puissiez voter en ligne, et ça c'était super. C'était une première pour nous, on fera mieux la prochaine fois, je suis sûr, mais c'était une bonne première. Je viens juste de décrocher mon téléphone et de raccrocher immédiatement, mais c'était bien que j'ai cette information. Donc la prochaine étape du tour sera le 2 juin à Nevers, dans les locaux du conseil départemental. Le président du conseil départemental était le maire d'un petit village de la Nièvre ou dans le Morvan, de l'Orme. Et ce village, à l'instigation du maire précédent, Christian Paul, et donc de Fabien Bazin, est très branché sur le numérique. Fabien s'est beaucoup engagé dans le fait d'avoir du haut débit, du très haut débit, de la fibre partout dans la Nièvre.
Depuis qu'il est président du conseil départemental, il se démultiplie sur ces questions-là. Il sera là pour nous accueillir et donc ça aura lieu, excusez-moi, mais comme c'est Nevers, ça aura lieu dans la salle François Mitterrand, qui est la plus grande salle du conseil départemental, qui est équipée pour ça. Une des raisons pour lesquelles nous souhaitons organiser cela, c'est parce qu'on pense que si on veut parler du numérique, ben on ne peut pas seulement en parler à Paris ou même dans les grandes villes. Donc on va dans une petite ville qui peut être accédée en 2 heures de train depuis Paris. Donc je pense que ce n'est pas le bout du monde quand même. Et donc on aura 2 parties dans la session qu'il reste à organiser. Une autour des différentes structures de gouvernance du pays ou des structures administratives comme vous voulez, que ce soit au niveau des municipalités, au niveau des pays, au niveau de la région, au niveau des départements. On va essayer d'inviter différents acteurs élus qui sont dans ces différents éléments, différents étages, je dirais. Oui. Et puis, donc on fera aussi une récolte des questions et on essaiera de faire un vote aussi. Et ensuite, notre objectif, c'est d'avoir des représentants des différentes forces politiques qui se présentent aux législatives. J'ai l'impression qu'on va vers 3 grands groupes, peut-être 3,5, donc on verra comment est-ce qu'on va gérer ça. Et donc, à ces gens-là, on leur posera les 4 questions qui sont sorties d'aujourd'hui, puis les questions qui sortiront de la première session du 2 juin. Vous êtes les bienvenus dans la Nièvre, vous serez aussi les bienvenus en ligne, mais venez profiter de la France profonde, ça vaut le coup. Moi qui y habite depuis maintenant quelques années. Et puis on y fait des choses sympas. Je viens juste de finir de récolter 100 kilos de miel grâce à mes abeilles, de les mettre en pot la nuit dernière. Et donc vous voyez qu'on peut s'occuper de gouvernance d'Internet, mais aussi de choses très terre à terre. Et l'avenir du monde dépend aussi des abeilles, c'est pour ça que je m'en occupe. Et puis j'aime bien le miel. Donc sur ces bonnes paroles, Nicolas et Pierre, merci beaucoup de votre confiance. Merci de nous avoir accueillis ici pour la FNIC et Nicolas pour nous soutenir dans les travaux que nous menons en permanence en tant que président d'ISOC France. À bientôt.